Merci de rester fidèle au programme de la télévision Futur Média. Merci Chérif Diop pour cette trentaine de minutes d'actualité. Alors nous allons poursuivre Soir d'info et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le professeur Samba Thiam, avocat, président de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme et puis ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et puis on va parler de l'actualité bien entendu et pour démarrer avec ce communiqué donc du ministère de l'Intérieur qui informe donc qu'une mesure d'expulsion du territoire de la République du Sénégal a été prononcée à l'encontre du nommé Juan Lopez Branco donc est titulaire donc de passeport numéro donc par arrêté ministériel numéro 026 291 pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers donc ici au Sénégal. On va démarrer par cette question par rapport un peu à l'expulsion donc de Maître Branco. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais d'abord que vous me permettiez de vous saluer à nouveau, vous remercier pour l'invitation, saluer vos spectateurs et en profiter pour présenter mes condoléances à notre pays, aux familles très endeuillées. La dernière fois, il y a des violences qui ont été commises, très, très regrettables. Et vous savez, la violence, nous la condamnons, quels que soient les bords, la forme. Il ne faut pas que ça se reproduise chez nous. Oui. Et nous avons la tradition du dialogue. Pour revenir très rapidement sur la mesure qui a été prise, c'est le Sénégal qui manifeste sa souveraineté. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en ajoute, à part dire que ça n'empêcherait pas la procédure qui a été ouverte de se poursuivre, de se dérouler. Et je trouve quelque chose d'assez bizarre pour moi, c'est peut-être parce que je n'ai pas très bien compris. Oui. Quand on met quelqu'un en phase de détention et on parle de contrôle judiciaire et on dit qu'on va vous expulser, comment peut-on concilier les deux? Mais je disais tout à l'heure que la procédure d'information peut être poursuivie, surtout que le juge d'instruction a des pouvoirs que la loi lui a attribués, comme la commission rogatoire. Rien n'empêche que les choses se fassent à l'étranger. Justement, je vais rebondir sur ça parce que énormément de Sénégalais ont besoin d'avoir des éclairages sur le cas Branco. Inculpé, accusé, bien entendu, contrôle judiciaire, mesures de restriction de liberté, expulser ces mesures d'administration, d'éloignement d'un ressortissant étranger du territoire. Alors, comment on peut inculper, placer sous contrôle judiciaire et puis expulser quelqu'un? Je vous avais dit tout à l'heure que la mesure d'expulsion est une mesure administrative. L'autorité à cette base légale qui lui permet, face à un étranger, quelqu'un qui est dans une situation irrégulière, de pouvoir prendre ce type de décision et que ces décisions peuvent faire l'objet de recours puisque c'est une décision administrative. Quant à la procédure, nous savons aussi qu'au moment de l'ouverture d'une information, la détention peut être requise. Il peut y avoir ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait comprendre qu'avec la détention, par rapport à l'alternative de la détention qui est souhaitée, qui est le principe, la liberté. Rappelons, on ne cessera pas de le rappeler, que la liberté c'est le principe. Exceptionnellement, il y a la détention. Il y a des mesures d'aménagement qui permettraient de ne pas placer la personne en maison, au niveau de la maison de l'administration pénitentiaire, mais de lui accorder le contrôle judiciaire. Et ce contrôle peut être très serré, peut être beaucoup plus large. Et c'est vrai, combiné avec l'idée d'expulsion,
ça peut paraître difficilement compréhensible. Et ça nous ramène à la question sur la coopération judiciaire entre le Sénégal et la France. Aujourd'hui, est-ce que Maître Branco va être peut-être entendu ou bien la procédure va se poursuivre en France? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je disais que la procédure, elle est sénégalaise. Oui. L'enquête, elle est menée au Sénégal. Le juge d'instruction dispose d'un certain nombre d'outils, on va dire des pouvoirs. La délégation, la commission rogatoire peut demander à ce qu'un juge, son homologue juge, puisse mener des actes et puis pouvoir les transmettre. C'est ce qu'on entend par commission rogatoire. Et ce qui me faisait dire que la procédure peut être poursuivie. Les deux ne sont pas très liés au point qu'une situation peut compromettre l'autre. Je veux rapprocher l'expression de la procédure d'information qui avait été ouverte. Donc ça veut dire qu'un juge d'instruction ici au Sénégal peut demander à son autre donc homologue de la France de pouvoir entendre Maître Branco, c'est ça? Et c'est ça dans le cadre de quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, d'une coopération judiciaire. Alors aujourd'hui, il y a également l'arrestation donc de Maître Babacar Ndiaye qui a également bénéficié donc d'un contrôle judiciaire qui a été libéré, ainsi que le maire de Sangalkam. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez toutes ces arrestations, disons, d'opposants ici au Sénégal? Avant tout, je voudrais vous dire. Oui. En face de ceux qui nous écoutent, que je suis très solidaire avec le barreau pour avoir réagi avec une certaine fermeté par rapport à l'arrestation de mon confrère, solidaire avec le barreau de Paris. Et il y a un statut qui est derrière. Alors, je souhaiterais que l'arrestation, les différentes arrestations, quand il s'agit de poursuivre, vraiment de privilégier, tant que c'est possible, les conditions le permettent, de laisser la personne en liberté. Je dois rappeler que l'enquête peut nécessiter d'arrêter une personne. C'est la loi qui le justifie. Mais si on met en avant cette éthique de la pratique de la procédure pénale, on peut toujours privilégier le soin de laisser la personne libre, de la convoquer, ce qu'on appelle la représentation quand les garanties sont réunies. Et puis, trop d'arrestations, ça peut créer l'incompréhension. On peut ne pas comprendre. La confusion, manque de confiance, c'est à gérer. Ce n'est pas bon. Je pense que toute chose qui peut permettre aux citoyens que nous sommes, aux autres, et puis la tradition de notre pays qui est une tradition de tranquillité, si on peut privilégier cela, c'est ce que nous réclamons, nous qui sommes au cœur des droits de l'homme. Et justement également pour comprendre un peu la suite également à tenir par rapport à votre confrère Maître Ndiaye, aujourd'hui il a bénéficié donc d'un contrôle judiciaire, mais aussi il a été libéré. C'est quoi la procédure aujourd'hui? Il peut s'attendre à quoi, Maître Ndiaye? Mais là, l'enquête va être poursuivie. Je rappelle que le procureur général, qui en a la compétence quand il s'agit d'avocats, vous ne me l'avez pas dit, mais j'en profite pour dire que pour poursuivre un avocat, c'est le règlement de l'UEMOA à travers l'article 6 qui demandait à ce qu'il y ait, parmi les conditions, une consultation préalable. Que le bâtonnier soit d'abord consulté. Informé. Pas informé. Mais les deux choses sont différentes. Okay. Ne pas confondre information et consultation. Et consultation, d'accord. Puisqu'information, c'est je vous signale, je vous avertis que j'entends poursuivre tel avocat de votre famille, de votre corps. Et consulter. Quant à la consultation, qui dit consultation, dit avis. D'accord. Donc on attend que le bâtonnier se prononce. C'est un avocat qui est poursuivi. C'est vrai qu'il y a une certaine courtoisie de la part du procureur général. Et puis, c'est vrai aussi que
le bâtonnier consulté a aussi la possibilité d'engager lui aussi, quand c'est très sérieux, une procédure disciplinaire en matière de déontologie à l'encontre de l'avocat. Mais la consultation suppose de transférer un dossier qui doit être examiné par le bâtonnier et qui émettra son avis. Je relisais curieusement un avis qui avait été pris par la Cour de justice de Lyomois, qui avait été consulté par le ministre de la Justice burkinabé, et qui disait que cet avis du bâtonnier ne lie pas le procureur général qui a l'opportunité des poursuites. Et je voudrais justement revenir sur cette opportunité de poursuite appartenant au procureur général. J'en profite aussi pour régler un problème. C'est que ces avocats qui doivent être poursuivis, l'instruction qui doit être ouverte, je ne comprends pas que ça se situe au niveau du tribunal de grande instance, alors que le secteur de la poursuite des avocats, c'est au niveau du parquet général. Donc je veux parler de la chambre d'accusation. Alors pour revenir à votre interpellation, le procureur général a l'opportunité des poursuites. C'est un principe fondamental. J'ai aussi l'avantage de rappeler que les avocats, les magistrats, personne n'est au-dessus de la loi. Le principe de la poursuite n'est pas remis en cause. C'est important d'en parler. Tout à l'heure, quand vous parliez, j'étais en train donc de me dire que donc il y a une vice de procédure par rapport un peu à l'interpellation de Maître Ndiaye, hein, si j'ai bien compris donc votre raisonnement. Alors, je n'ai pas dit qu'il y a un vice de... Non, mais vous avez raison de penser au vice de procédure. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai pas le dossier entre les mains, et que je n'ai pas eu cette possibilité également d'entrer et de consulter, je rappelle juste un principe fondamental que le procureur général doit respecter. S'agissant des avocats, ce sont des garanties qui ont été accordées à la loi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas au-dessus des lois. Si nous sommes amenés à commettre des infractions, nous devons être poursuivis comme les autres. Mais l'avocat exerçant une fonction tout à fait également noble, reconnue très importante pour le fonctionnement de la justice, c'est la loi qui vient lui accorder ces garanties. Et parmi ces garanties, c'est le fait de demander au procureur général de consulter d'abord le bâtonnier. Préalablement, si le procureur général ne l'a pas fait, avec précipitation, réaction spontanée, naturellement, cette procédure sera considérée comme étant irrégulière. Je rappelle juste que nous recevons aujourd'hui le professeur Samba Thiam, avocat et président de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme. Alors, professeur, on va rester sur ce registre d'opposants qui ont été arrêtés. Il y en a qui ont entamé une grève de la faim. Ousmane Sonko, d'ailleurs, a été évacué. Le ministre de la Justice, on l'a entendu nous donner des nouvelles du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pour nous dire qu'il va mieux, il a mangé, donc ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, est-ce que ces grèves de la faim ne vous préoccupent pas en tant que président d'Organisation nationale de défense des droits de l'homme? Si, les grèves de la faim nous préoccupent énormément parce que nous voulons que la personne humaine se préserve sa vie, mais pour ne pas amener la personne à s'installer dans cette torture. Ah oui, c'est une torture. Oui, dans cette torture, il va falloir qu'à l'avance, qu'on mette les conditions permettant de respecter cette dignité humaine. C'est une manière de riposter, de se révolter, de dire qu'on doit respecter ma personne. Je trouve que le système qui a été mis en place, c'est un système qui a fait preuve de mépris vis-à-vis de ma personne. C'est le moyen dont je dispose. Alors ça nous interpelle et ça nous pousse à dire qu'il va falloir également combiner la nécessité de poursuivre, le besoin d'assurer notre sécurité et des principes, des valeurs fondamentales affirmées par notre Constitution. Et ça m'inquiète d'autant plus que de plus en plus, des lois viennent, sont élaborées, se multiplient,
qui se disent lois qui doivent accompagner l'évolution de nos sociétés, mais de plus en plus les termes de la loi sont larges, sont très élastiques, et quand c'est cela, c'est très dangereux pour nous. Moindre geste, moindre attitude, vous tombez dans le champ d'application de la loi qu'on voudrait mettre en œuvre, et ce n'est pas bon. Et parmi ces lois-là, vous pensez à quelle loi? Là, je parle de ces infractions que l'on définit tout récemment. Oui, avec les forces de sécurité qui ont maintenant, disons, le droit, c'est bien cela, si j'utilise bien le terme, de tirer sur des personnes encagoulées, c'est ça? Alors, je ne parlais pas de ça, et ça même aussi, merci beaucoup de m'avoir fait penser à ça, mais je reviendrai sur les infractions. Vous savez que ce n'est pas mal, moi je m'inquiète par rapport à ces histoires. Je disais que la violence, il faudra la condamner fermement. Ça peut être dangereux, ça se justifie, mais quand on permet aux agents de défense et de sécurité de pouvoir utiliser l'arme, faudrait-il également que ces personnes soient suffisamment responsables, suffisamment formées pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour qu'il n'y ait pas d'abus aussi. Alors, en revenant sur les infractions, vous savez, le terrorisme et puis les infractions tout récemment qui ont été mises en place, ces derniers moments, avec l'évolution de notre société, la vie politique qui change de physionomie, qui change de contexte, des dirigeants politiques, des violences par-ci, par-là, faisant qu'à chaque fois, nous sommes obligés de faire quelques réglages par rapport à la loi. Alors, ce qui m'inquiète, c'est lorsque les termes de la loi créent une grande ouverture, permettant à ceux qui sont chargés de poursuites de pouvoir arrêter des personnes et les poursuivre parce qu'estimant qu'il y a des... La loi doit être claire. La loi doit être précise, suffisamment restrictive. Il y a un principe qui demande, pour qu'on puisse respecter les droits de l'homme, qu'il y ait une interprétation restrictive des dispositions pénales. Et même notre Conseil constitutionnel me rappelait un ami, et j'ai pu vérifier, demander à ce que la loi soit suffisamment claire, soit suffisamment accessible. C'est une belle décision qui avait été rendue par le Conseil constitutionnel. Mais une loi accessible et quand même qui est ouverte quand même à beaucoup pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup interprètent la loi et les interprétations ne sont pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, comment faire pour bien communiquer sur les lois pour que les Sénégalais puissent également s'approprier ces lois qui nous interpellent? Alors, même ça, c'est de façon générale que je disais que la loi doit être suffisamment claire. Mais mon inquiétude, c'est par rapport au pénal. Parce que le pénal, naturellement, porte atteinte à nos libertés, bien sûr. Porte atteinte et attentoire à la personne humaine. L'enclenchement de l'appareil, forcément, transgresse la personne humaine. C'est par rapport à ça que je demande que le législateur, ceux qui sont chargés de faire les lois, définissent de manière très précise, très claire. Oui, de manière très précise les infractions. Maintenant, de façon générale, globalement, une loi doit être comprise. Il y a d'ailleurs une technique que je ne maîtrise pas très bien, mais qu'on appelle la légistique. L'élaboration et la rédaction des lois, c'est quelque chose qui contribue également à la transparence et puis à la compréhension, à magnifier les rapports de paisibilité qui doivent s'instaurer entre ceux qui sont chargés de faire les lois et nous, sur lesquels on applique les lois. Alors aujourd'hui, donc professeur Thiam, comment est-ce que vous voyez un peu l'état de droit et disons les libertés ici dans notre pays? Alors l'état de droit dans notre pays ne me pose pas de difficultés puisque nous avons les instruments qui sont là. L'autorité s'affirme et s'appuie sur des textes, mais c'est la manière avec laquelle la loi s'applique très rapidement. Ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces textes qui peuvent créer des incompréhensions avec nous-mêmes. Je veux parler de nos libertés qui doivent s'exprimer, qui doivent se manifester en priorité. Si à chaque fois que l'on voudrait exprimer une opinion,
manifester, jouir d'un droit, moindre détail permettait d'invoquer la loi et d'arrêter la jouissance et l'exercice de ces droits, c'est quelque chose qui irait dans le sens, qui serait de nature à compromettre la vie du droit de notre société, la vie démocratique. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des plaintes, vous recevez des plaintes en tant qu'organisation quand même nationale de défense des droits de l'homme? Vous avez reçu des plaintes par rapport à ce qui s'est passé lors des dernières manifestations, que ça soit en 2021 et récemment? Nous recevons des plaintes de la part des justiciables, de particuliers que nous aidons, mais je dois reconnaître pour ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils exerçaient sur la place, sur l'espace public, un certain nombre de droits, les journalistes, des opposants, pas été consultés. Mais il nous revient spontanément de réagir, de rappeler les garde-fous, les principes, pour que nous arrivions à trouver un équilibre. Comme je l'avais dit tout à l'heure, pardonnez-moi de me répéter, cette nécessité pour des raisons de sécurité, parce qu'aussi nous avons besoin de ça, de la tranquillité, pas de troubles publics, et le besoin, l'impératif, puisque c'est la Constitution qui le dit aussi. Au niveau de notre Constitution, il est rappelé l'adhésion du Sénégal à ses principes fondamentaux, à des instruments. Il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Est-ce que ça, c'est le gage de cette baisse de tension dans notre pays? Parce que la tension, quand même, elle est palpable, elle est très, très, très forte. Tout le monde ressent cette tension. Est-ce que ce que vous venez juste d'expliquer peut être donc le gage disons, de cette non-tension, de cette paix au Sénégal? Ah oui, tout récemment, notre pays a traversé des moments difficiles. Tout le monde s'inquiétait de l'extérieur, ne connaissait pas ce pays sous ce toit. Il y a eu une transition, une belle transition que nous avons obtenue il n'y a pas très longtemps, à la suite d'un certain nombre de paroles sacrées, de gestes. On a senti une certaine paix qui nous enveloppait. Et vous voyez que quand d'un seul coup, des événements ont eu à surgir, il y a eu encore des basculements, le bateau a un peu bougé et ça nous inquiète. Donc vous voyez que le fait de chercher à maîtriser cette paix, parfois renoncer à engager des poursuites de manière très très rigide, privilégier d'autres voies. Notre pays, faut-il le rappeler, est un pays de dialogue. Même l'organisation que je dirige, ceux qui l'ont déjà dirigée, nous ont transmis ces valeurs qu'on a toujours privilégiées, le dialogue politique, le dialogue social. Si on venait à perpétrer cette tradition, cette trajectoire, si on puisait encore dans nos valeurs, la valeur de la conciliation, si on se disait qu'il faut dans ce pays qu'il y ait des gens qui parlent, qui s'expriment pour les autres, qui prennent de la parole pour les autres qui ne parlent pas, quand on favorise cela, je pense que notre pays gardera cette belle image qu'il a toujours eue dans le monde. Et ce sont ces mots, disons, de paix et d'espoir qui mettent un terme à Soir d'Info. Merci, professeur Samba Thiam. C'est moi. Et puis revenez quand vous voulez. Je vous en prie. Et voilà, je rappelle que monsieur professeur Samba Thiam est avocat et président de l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme et ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Donc c'était tout pour Soir d'Info de ce lundi. Donc l'actualité revient, Inch'Allah, demain. Donc ce sera à partir de 6h du matin. On vous souhaite d'excellents moments avec la télévision Futur Média. Bonne suite de programme.